Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Deschênes, je suis agronome professionnel de recherche à l'IRDA dans l'équipe de gestion de l'eau en production végétale. On se parle dans le cadre de la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Puis aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux conférenciers, donc Michel Trépanier et Olivier Corbin-Charland, qui sont les deux au Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté. Donc bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est un sujet super intéressant que vous allez nous présenter. On se questionne beaucoup, nous, mais en fait, beaucoup de gens dans le domaine agricole se questionnent sur comment faire pour que les producteurs agricoles adoptent des bonnes pratiques en agro-environnement, mais là, nous, on s'intéresse plus à la gestion de l'eau. Donc, on collabore ensemble dans le cadre d'un projet en particulier, puis c'est un peu votre mandat dans ce projet-là de creuser cette question, puis vous allez nous entretenir sur les résultats préliminaires que vous avez obtenus. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Paul. Donc, je vais lancer le partage d'écran de ce pod. Donc, moi et Michel, juste en guise d'introduction, comme tu l'as si bien dit, on est chercheurs au CRC, tous deux sociologues de formation. Michel a travaillé très longtemps comme sociologue spécialisé en transfert d'innovation auprès des PME, notamment à l'INRS. Et dans le cadre du mandat qu'on réalise avec vous à l'IRDA, en fait, euh, on, on regarde c'est quoi finalement les freins et les facteurs facilitants au transfert et à l'adoption de nouvelles pratiques d'irrigation. On a intitulé la présentation Est-ce que les pratiques qu'on me propose vont régler un problème que j'ai? Donc, sans plus tarder, si on fait un petit pas de recul, voir comment le mandat a émergé. En fait, c'est un mandat, comme je le disais, qui a été confié par l'IRDA au CRC. Les constats à l'origine du projet sont multiples, c'est-à-dire que bon, l'IRDA a quand même un long historique de plusieurs projets de recherche sur la gestion de l'eau, a développé plusieurs outils de transfert des nouvelles pratiques qui en découlent. Malgré tous ces efforts déployés au fil des ans, l'IRDA et ses partenaires se rendent compte que ces nouvelles pratiques sont peut-être pas utilisées autant qu'on le voudrait par les agriculteurs. De ça en découle une question qui, en apparence, peut paraître toute simple, mais qui est quand même assez complexe. Mais tout simplement, pourquoi? Pourquoi ces pratiques ne sont pas utilisées autant qu'on le voudrait? L'objectif était donc de documenter, en rencontrant des producteurs agricoles et des conseillers œuvrant auprès de ces derniers, les facteurs qui favorisent ou défavorisent le transfert de connaissances et l'adoption de nouvelles pratiques de gestion de l'eau. Petit détour méthodologique obligé. Donc, c'est une étude exploratoire qui était centrée autour de la question de recherche suivante, c'est-à-dire comment les connaissances sont-elles ou non transférées, absorbées, désolé du jeu de mots, c'est impossible de ne pas le faire, mises en œuvre, puis comment l'impact est-il obtenu au niveau de l'exploitation. Dans le cadre d'une étude exploratoire, le type de méthode le plus approprié, c'est de réaliser des entretiens semi-dirigés qui nous permettent de documenter à partir d'exemples concrets, des cas vécus, donc des situations réelles vécues par des acteurs sur le terrain qui sont l'objet, les réceptacles, si je peux me permettre, du transfert de connaissances et qui tentent ou pas de les mettre en pratique. Ce qu'on a regardé plus spécifiquement, c'est le type d'activité de transfert utilisé, évidemment les contenus spécifiques qui étaient diffusés par le biais de ces activités de transfert-là, les rôles respectifs des conseillers et des agriculteurs dans l'obtention d'un impact, la nature de la relation entre le conseiller, la personne qui transfère les connaissances, et l'agriculteur, l'importance de la confiance dans la décision de mettre en œuvre de nouvelles connaissances, de ne pas les mettre en œuvre, et enfin la valeur perçue du service de transfert qui motive les agriculteurs à participer et corollairement un peu leurs préférences en matière d'apprentissage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une étude exploratoire pour éviter de tomber dans des généralités du type, permettre un peu la boutade, là, mais du chercheur dans sa tour d'ivoire qui arrive et avoir des réflexions générales sur le transfert de connaissances dans le milieu de l'agriculture. On a décidé avec l'équipe de l'IRDA de
sélectionné uniquement des agriculteurs qui cultivaient la pomme de terre et qui utilisaient une consigne de déclenchement d'irrigation. Ce que ça permettait de faire, c'est d'obtenir des données, des résultats qui étaient directement liés à l'objectif de recherche et de ne pas tomber dans les généralités dont je parlais il y a quelques secondes. Au final, au moment où on vous présente ces résultats préliminaires, on a actuellement 5 entretiens avec des agriculteurs de réaliser et 4 avec des conseillers et conseillères. Quelques constats généraux sur les entretiens. Bon, il va de soi qu'au CRC, on est spécialiste du transfert, on a une expertise en transfert d'innovation, on a travaillé beaucoup avec les PME, mais on n'est pas spécialiste du milieu agricole, quoiqu'on a quand même quelques projets en agriculture actuellement, dont celui avec les RDA, mais on n'a pas les capacités de recruter les agriculteurs et les conseillers pertinents. C'est donc l'IRDA qui a permis de nous ouvrir les portes et de cibler des participants qui étaient pertinents pour répondre à l'objectif du projet, autant les agriculteurs que les conseillers. Peut-être la réflexion générale qu'on a pu avoir, c'est qu'on a essayé, autant que faire se peut, de ne pas de conclure la collecte de données avant la période du retour au champ et du travail finalement, du début de la saison finalement. On a à moitié réussi, je dirais. Et malgré ça, on constate une ouverture et une grande générosité des répondants. Donc, malgré le fait qu'on contactait des gens qui étaient occupés au moment de la collecte de données, ils étaient tous très disponibles, ce qui a donné des entretiens d'une durée moyenne de 55 minutes, soit près d'une heure. Et ça nous a permis d'aller chercher des données très précieuses qui ont saturé en fait rapidement. Ça, c'est pas une boutade liée à la gestion de l'eau. La saturation, c'est un critère important en méthode qualitative, soit le fait que à partir d'un certain nombre d'entretiens, on a saturé. On n'entend plus de nouvelles choses. On nous répète, à quelques nuances près, les propos qu'on a déjà entendus dans des entretiens précédents. Dans le cas de cette étude exploratoire, les 5 derniers entretiens n'ont rien apporté qui n'avait pas déjà été entendu. Donc, on avait saturé après les 4 premiers. Autrement dit, les différences entre les propos des répondants sont minimes. Les propos des agriculteurs se ressemblent beaucoup et, à quelques nuances près, sont très semblables aussi à ceux des conseillers et des conseillères. Donc, on peut, malgré le fait que ce soit une étude exploratoire, avoir un assez bon niveau de confiance dans la justesse et la validité des résultats qu'on va vous présenter. Et parlant de résultats, je vais céder le micro à Michel Trépanier, qui a réalisé une courte revue de littérature, puis qui a réalisé les entretiens et leurs analyses, et qui va vous en parler à l'instant. Donc, Michel, Bon, à toi. c'est bien. Écoutez, sur cette diapo-là, puis soyez pas inquiets, je vais pas passer les éléments les uns après les autres, entre autres parce que je vais y revenir par la suite dans la présentation des résultats. Mais ce que l'on sait sur les facteurs qui favorisent ou défavorisent le transfert, puis l'adoption de connaissances, de technologies en agriculture, mais aussi dans d'autres domaines, les gens qui font de la recherche là-dessus identifient, ce qui fait à peu près consensus, là, on identifie une dizaine de facteurs qui sont liés à l'agriculteur et à la ferme en tant que telle. Vous voyez cette liste-là. Il y a des facteurs qui sont liés directement à l'agriculteur comme tel, au producteur, pardon, comme par exemple son attitude face au changement. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé par rapport au changement? Est-ce qu'il fait beaucoup de résistance? Vous voyez, c'est le type de choses qui, selon que ce facteur-là est présent ou absent, ça favorise ou ça défavorise l'adoption de nouvelles technologies ou de nouvelles pratiques. Il y a des choses qui sont liées plus à la ferme en tant que telle. Je prends pour exemple la situation financière de la ferme. Bien évidemment, si pour adopter des nouvelles pratiques, ça exige des investissements, bien,
si la situation financière de la ferme est favorable, ben, ça va favoriser l'adoption. Puis évidemment, une situation défavorable va aller dans le sens contraire. Donc, vous voyez donc une dizaine de facteurs liés à l'agriculteur et à la ferme. Et c'est à partir de ces facteurs-là, pardon, qu'on a cherché par la suite à identifier dans ce que nos répondants, là, qu'ils soient conseillers ou producteurs, ce qu'ils nous ont raconté dans les entretiens. Donc, ça, c'est un groupe de facteurs. L'autre groupe, c'est des facteurs qui sont liés au transfert lui-même. En fait, c'est comment le transfert est organisé. C'est quoi les facteurs qui, dans la manière d'organiser le transfert, favorisent ou défavorisent l'adoption de nouvelles pratiques, par exemple, ou de nouvelles technologies. Il y en a, là, le nombre, pardon, est moins élevé. Grosso modo, les recherches, disons des 10 dernières années, tendent à montrer que pour que l'adoption fonctionne, celui ou celle qui veut transférer une nouvelle pratique a intérêt à prendre en considération ce que pense et ce que fait l'individu ou le groupe auquel on destine les nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, comment il pense et dans quel contexte il œuvre. Donc, c'est ces facteurs-là qu'on a aussi essayé de, si on veut, évaluer et identifier dans ce que nous ont raconté les producteurs et les conseillers. Ce qui a donné donc, vous voyez ici, vous avez cette diapo-ci, pardon, présente les résultats. Ici, c'est les facteurs liés à l'agriculteur et à la ferme. Quand Olivier a dit tout à l'heure qu'on avait on avait vraiment une saturation élevée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations d'une personne à l'autre dans ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu est pas mal unanime. En fait, ça se reflète dans la diapositive qu'on a à l'écran. Vous voyez que nos 9 répondants sont, si on veut, sont réunis, sont tous au même endroit sur chacun des facteurs. Je vous les présente rapidement. Le premier facteur, le type et le niveau de formation. Dans la littérature en général, on dit que plus le niveau de formation de celui à qui on destine la nouvelle pratique, plus son niveau de formation est élevé, plus on a de chances que ça fonctionne. Nos producteurs n'avaient pas des niveaux de formation très élevés. Par ailleurs, pourquoi on a considéré que c'est un facteur favorable, c'est que ce faible niveau de formation, il nous est apparu largement compensé par l'expérience et surtout par les relations avec les conseillers, qui, eux, par ailleurs, ont une formation de niveau universitaire. Ce sont tous des agronomes. Donc, c'est un peu un arrangement qui, si on veut, au premier regard, ça peut paraître défavorable à l'adoption de nouvelles pratiques, mais on a trouvé des solutions. C'est comme si le milieu avait trouvé des solutions et si on veut, le cœur de ces solutions, de cette solution-là, pardon, c'est l'intervention constante et régulière des conseillers. Nos répondants sont unanimes à dire que tout ce monde-là est sensibilisé aux technologies disponibles. C'est-à-dire qu'ils sont raisonnablement au courant de ce qui existe, de ce qui s'offre et de ce qui peut être intéressant pour leur ferme puis pour leur production. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre agriculteurs et encore et surtout
avec les conseillers et aussi les représentants des fournisseurs d'équipements. Ces échanges-là sont réguliers et efficaces, ce qui fait que la sensibilisation est là. L'attitude face au changement est positive aussi, c'est un facteur favorable. Dans tous les entretiens qu'on a faits, puis c'était toujours confirmé par les conseillers, là, l'introduction de nouveaux équipements, de nouvelles pratiques, évidemment pas seulement en irrigation, mais dans toutes les facettes de l'activité sur la ferme, c'est important, ça fonctionne. Participation dans les réseaux, pardon, c'est un facteur qui est favorable aussi. Les agriculteurs, c'est sorti dans ce qu'on a entendu, parlent entre eux, parlent avec les fournisseurs, avec les conseillers, puis les organismes de transfert. Donc, ça circule. Les conseillers, de leur côté, interagissent avec les chercheurs sur une base régulière, là aussi. Morale de l'histoire, c'est un réseau où les échanges, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y en a suffisamment pour que ce soit un facteur favorable. Les habiletés communicationnelles nous ont semblé adéquates. Je passe vite là-dessus. Le leadership, c'est un facteur favorable aussi, dans la mesure où tous les producteurs à qui on a parlé et les conseillers sont allés dans le même sens. Les réalisations des répondants montrent que c'est des personnes volontaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action, ils ne rechignent pas à se lancer dans des projets puis des trucs comme ça. Ils font preuve de leadership. Les relations avec les chercheurs et les agents de transfert, ça aussi, ça contribue positivement à l'adoption. C'est assez bien aussi, c'est plutôt bien même. Chercheurs conseillers, les échanges sont fréquents, réguliers, c'est productif. Entre les conseillers et les agriculteurs, ben là, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la même chose. C'est solide, c'est efficace. Entre les chercheurs directement et entre les chercheurs et les agriculteurs, si on veut, directement, là, c'est plus variable. Il y a des producteurs chez qui c'est fortement présent, il y en a d'autres chez qui c'est plus rare. Mais dans aucun cas, on a constaté une absence complète de relation. Donc, et la situation financière de la ferme, les 9 personnes à qui on a parlé, nous ont présenté une situation globale, soit pour leur propre ferme ou de façon générale, comme une situation financière qui est bonne ou satisfaisante. On n'a pas parlé, on n'a pas entendu de propos sur des fermes en difficulté. Donc, ça aussi, si on veut, c'était pas un obstacle majeur puis incontournable à l'adoption de nouvelles pratiques. Où on a observé 2 facteurs où là, c'est vraiment plus défavorable, c'est la compatibilité des nouvelles pratiques et des nouvelles technologies avec ce qui se fait déjà à la ferme. C'est un facteur important qui est identifié depuis longtemps et c'est un facteur important, il ressort bien dans la littérature. Donc, que ce qu'on propose comme nouvelles pratiques ou nouvelles technologies puisse s'arrimer relativement bien et facilement avec ce qui existe déjà dans l'organisation. Hein? Donc, ça, c'était les 9 personnes à qui on a parlé nous ont donné plusieurs exemples où ce qu'on proposait comme nouvelle pratique, l'arrimage avec ce qui existe déjà était difficile. Dernier point, et là aussi c'est un facteur défavorable, la satisfaction d'un besoin ressenti. C'est-à-dire que là aussi, les 9 personnes à qui nous ont parlé nous ont dit, oui, les nouvelles pratiques d'irrigation, elles sont intéressantes en elles-mêmes, mais grosso modo,
c'est pas un problème qui est ressenti fortement par les producteurs. Les producteurs nous l'ont dit pour eux-mêmes, mais les conseillers nous en ont parlé de façon plus générale. Là, il y a peut-être c'est peut-être une des limites d'ailleurs du travail que Olivier et moi on a fait. On est dans une conjoncture où, et là je m'aventure un peu, c'est pas ma spécialité, mais on m'a dit à plusieurs reprises que l'an dernier et cette année, le problème, c'est pas de le problème des producteurs, c'est pas de mettre de l'eau dans les champs, mais plutôt de trouver un moyen de évacuer celles qui s'accumulent puis qui tombent. Hein? Donc là, il y a comme c'est pas si étonnant que ça, donc que ce soit pas ressenti, que l'irrigation en ce moment soit pas ressentie comme un problème. Mais il y avait quand même d'autres éléments. On les mettra en évidence plus loin. Là. Il n'y avait pas juste la conjoncture, autrement dit. Maintenant, les facteurs liés au transfert. Une des choses qu'on nous a dit et que nous-mêmes on a constaté, c'est que les nouvelles pratiques d'irrigation qui sont proposées aux agriculteurs, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte dans ces nouvelles pratiques-là. Et elles ont souvent à voir avec ce que les producteurs font déjà en matière d'irrigation. Là, vous en avez une liste sur la diapo, là. L'expérience puis les connaissances acquises sur le terrain par les agriculteurs, ça ne semble pas à occuper une place très importante dans les nouvelles pratiques qui sont proposées. La culture organisationnelle d'une entreprise familiale non plus. Le fait que les producteurs utilisent des indicateurs ou des critères qualitatifs pour prendre la décision d'irriguer ou de cesser l'irrigation, tout ça est, si on veut, semble pas être vraiment bien pris en compte dans les nouvelles pratiques. Dans les nouvelles pratiques, on nous a dit, ce sont surtout des critères techniques et scientifiques qui sont mis de l'avant. Donc, des critères quantitatifs qui s'appuient sur la mesure d'une série d'indicateurs physiques, chimiques, biologiques. Donc, et en plus, ces nouvelles pratiques-là, elles sont présentées comme étant des bonnes pratiques, ce qui fait que les intervenants sur le terrain reçoivent souvent ça comme les bonnes pratiques, c'est ce qu'on me propose et ce que je fais, c'est probablement mauvais. Ça les place dans un drôle de mindset, autrement dit. Ils n'aiment pas beaucoup ça, se faire dire ça. Disons ça simplement. Et aussi, ces pratiques-là, les nouvelles pratiques qui sont proposées, puisqu'elles s'appuient sur quelques variables techniques, bien là, vous voyez que je pèse mes mots. Je ne dis pas qu'il y en a seulement une ou deux, mais c'est un éventail relativement restreint et il y a plein de choses qui sont comme mises de côté et qui pourtant, pour le producteur, c'est des critères importants sur lesquels il appuie sa gestion de l'irrigation puis sa prise de décision. Puis là, la liste est longue, là, puis je ne vais pas passer à travers, mais les équipements existants, la rentabilité de la ferme, la qualité de vie, c'est ressorti souvent. Hein? C'est-à-dire que, là, ça vaut la peine que je donne un exemple un peu plus détaillé. Il est ressorti souvent dans les entretiens. Si, dans le cadre de la nouvelle pratique, la consigne de déclenchement dit qu'il faut irriguer le vendredi et que pour irriguer le vendredi, le producteur doit déplacer ses canons d'un champ à l'autre et ainsi de suite. Lui, le vendredi, là, en général, il essaie au moins à quelques reprises dans l'été de dégager le week-end pour une activité familiale. Et donc,
lui, il ne prend pas cette décision sur la base de l'indicateur révélé sur la base de la consigne de déclenchement qui elle-même s'appuie sur des indicateurs mesurés dans le sol ou autrement, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Autrement dit, le contexte dans lequel il décide est plus large que celui qui est pris en compte par les nouvelles pratiques. Lui, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de sa rentabilité, il s'occupe de la main-d'œuvre disponible, de à quel point ils sont fatigués, ils vont-ils avoir le temps, etc., etc., etc. Le contexte est beaucoup plus large et diversifié. Et donc, il y a comme un problème d'arrimage finalement. Et c'est pour ça, c'est entre autres pour ça, donc, que les producteurs hésitent un peu à s'engager dans les nouvelles pratiques qui leur sont proposées. Oui, OK, on file. OK, donc, les nouvelles pratiques qu'on propose, bien sûr, elles sont pas rejetées par les producteurs. Et tous ceux à qui nous avons parlé nous ont dit qu'ils voient bien l'intérêt de ça. Ils voient la pertinence, notamment pour mieux gérer les impacts des changements climatiques, mieux gérer la ressource en eau qui est disponible ou pas, et aussi toute la nouvelle réglementation là, du MAPAC, du ministère de l'Environnement, qui concerne l'utilisation de l'eau. Ils sont bien conscients de ça, mais pour eux, cet objectif-là de irriguer mieux avec moins d'eau, c'est pas un objectif en lui-même, c'est un objectif parmi d'autres. Puis, il est un peu, en ce moment, puis c'est probablement encore plus vrai dans un contexte où l'année dernière et cette année encore, il y a comme... Je pense pas que le manque d'eau est un problème, là. Cet objectif-là de gestion, d'une meilleure gestion de l'eau, pardon, il est subordonné à la rentabilité, à la profitabilité de la ferme, qui, par ailleurs, ils nous ont tous indiqué que leur affaire allait plutôt bien, que c'est subordonné à la culture organisationnelle et à la compatibilité des nouvelles pratiques puis des nouvelles technologies avec ce qu'ils font déjà, avec les investissements qu'ils ont fait par le passé, avec la manière dont ils travaillent et qui, par les temps qui courent, assurent leur rentabilité ou le fait que l'entreprise va bien. Donc, ils en sont un peu là. Le dernier facteur lié au transfert, là, c'est un facteur favorable. Ce qu'on a entendu sur la confiance que les producteurs ont dans les conseillers puis les organisations de transfert, c'est un facteur favorable parce que là aussi, c'était unanime. Les producteurs à qui on a parlé ont confiance dans ce qui leur est proposé par les organismes de transfert ou les conseillers. Et s'ils ne le mettent pas en œuvre, c'est pas faute d'avoir confiance. C'est parce qu'ils vont juger que le fit avec ce qu'ils sont n'est pas encore assez bon pour qu'ils décident d'aller de l'avant. Je reprends la parole après cette intéressante présentation de Michel pour conclure, en fait, et proposer quelques considérations pratiques sur le transfert, en fait. Un des éléments qui semble vraiment important et de ressortir de l'analyse, c'est qu'en fait, il faut mieux prendre en considération les éléments du contexte dans lequel pensent et agissent les ultimes destinataires, récepteurs, plutôt devrais-je dire, des connaissances, dans ce cas-ci les agriculteurs. Au CRC et dans plusieurs autres centres de recherche appliqués comme l'IRDA,
c'est le genre de choses qu'on voit assez fréquemment. Et la solution est aussi simple à dire et proposer, mais aussi difficile à mettre en œuvre que d'intégrer mieux et davantage tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que sont, dans ce cas-ci, les conseillers, les agriculteurs et les chercheurs dans l'élaboration de nouvelles pratiques. Ce que ça veut dire, en fait, et c'est ce que schématise le schéma présenté à droite de la présente diapositive, c'est que c'est pas uniquement un travail scientifique réservé aux chercheurs. Des données de recherche, des meilleures pratiques qui sont pas contextualisées, c'est souvent des pratiques qui ont de la difficulté à redescendre vers le terrain et à être appropriées par les acteurs à qui elles sont destinées. C'est la différence entre faire de la recherche et du transfert pour des gens et faire de la recherche et du transfert avec des partenaires, avec des gens. C'est démontré de multiples façons dans de très nombreuses publications et projets antérieurs que de travailler de cette façon accroît l'utilisation des résultats de recherche. Là où le bas blesse, évidemment, c'est que pour dégager des conseillers, des agriculteurs et leur permettre de consacrer du temps de tels projets, ben, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas consacrer du temps à leur activité principale qui est soit de conseiller des agriculteurs ou de réaliser les activités nécessaires à la bonne conduite des activités sur la ferme. C'est pourquoi, actuellement, le CRC et l'IRDA se penchent sur peut-être des idées de dépôt de projets qui permettraient de créer ce genre de communauté-là qui viserait finalement à trouver des fonds pour mobiliser ces gens-là et trouver des solutions pour élaborer des pratiques qui sont contextualisées et sont donc, à quelque part, plus à même d'être transférées, d'avoir un plus grand impact sur les pratiques de gestion d'eau. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Merci pour votre écoute et je crois que peut-être on laisse la parole à Paul pour boucler la boucle. Ouais, effectivement, mais écoutez, Olivier, Michel, j'ai très apprécié votre présentation. C'est très rafraîchissant comparativement à notre monde agricole. Donc, c'est le fun d'entendre parler de transfert, mais d'un autre point de vue complètement, de votre point de vue de sociologue, en fait, de formation. Donc, écoutez, je sais qu'on va avoir une période de questions très intéressante qui s'en vient dans les prochaines secondes. Alors, on va sans plus tarder embarquer dans cette section de la présentation. Donc, en début de conférence, on abordait la méthodologie du projet, puis c'était indiqué en fait que les différents producteurs qu'on interrogeait, que vous interrogiez en fait, utilisaient une consigne de déclenchement d'irrigation. Mais je pense qu'il y aurait peut-être une petite précision à apporter pour vraiment mettre en contexte là, quel type de consigne là, on retrouvait chez ces producteurs-là. Tout à fait, Paul. Donc, les producteurs qu'on a interrogés utilisaient une forme de consigne, pas nécessairement une consigne quantitative telle que proposée dans les outils que vous avez développés ou que d'autres ont pu développer. C'était des consignes, disons, variables, propres à chacun des agriculteurs. Puis, voilà. Donc, c'était pas une consigne quantitative. Autrement dit, ça peut être une consigne qualitative. Bref, c'était laissé à la discrétion du producteur, mais tous les agriculteurs rencontrés connaissaient et utilisaient une forme ou une autre de consigne. Excellent. Ben, merci de la précision, Olivier. Maintenant, si j'avance un petit peu plus loin dans votre conférence, là, on a beaucoup parlé de qualité de vie, en fait, de prendre en considération la qualité de vie dans l'adoption de nouvelles méthodes ou de nouvelles technologies. Mais en fait, je voulais voir, est-ce que les différents facteurs qui vont toucher à la qualité de vie, est-ce que il y avait différents types de producteurs en fait dans cette enquête-là qu'on a rencontré. Est-ce que c'est tous les producteurs rencontrés qui ont mis ça qui ont mis ça à la lumière que la qualité de vie, ben, c'était un aspect important dans justement l'adoption ou la non-adoption d'une nouvelle technologie? Oui, en fait, et ça nous a surpris. Ça nous a surpris parce que les producteurs qu'on a interrogés
on a interrogé une diversité de producteurs. Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus âgés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, etc. Là. Donc, c'est des situations variées, mais au-delà de ces différences-là, la question de la qualité de vie pardon, est ressortie dans chaque entretien, à un niveau ou à un autre. Hein? On s'entend. Puis, pour certains, la qualité de vie, c'est par exemple que une gestion de l'irrigation doit prendre en considération les activités familiales et le fait que le producteur souhaite de temps à autre, pendant l'été, pouvoir profiter de son week-end avec sa famille. Et donc, si la consigne d'irrigation l'oblige, entre guillemets, à irriguer pendant le week-end, il n'a pas bien envie de ça, puis il veut trouver une manière différente de gérer l'irrigation de façon à ce que les nouvelles pratiques de gestion qu'on lui propose lui permettent de prendre en considération des critères de qualité de vie. Donc, ça a pu prendre cette forme-là. Aussi, le fait qu'il y a des gens qui nous ont dit que d'être attachés à leur téléphone sur lequel ils reçoivent la consigne pour voir comment les mesures évoluent, d'être comme accrochés à ça 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pour eux autres, c'est pas bon pour la santé mentale, ils veulent pas de ça. Vous voyez, donc, ça, c'est ressorti régulièrement sous des formes, des fois différentes, mais ça nous a surpris. Il y avait d'autres considérations, comme par exemple le fait que faut que les nouveaux équipements soient compatibles avec les équipements qui existent déjà, dans lesquels la ferme a investi. Ça, on s'y attendait. Mais la question de la qualité de vie, ça nous a un petit peu surpris, puis encore plus en raison du fait que ça a été constant d'un producteur à l'autre. Oui, excellent. Merci pour les détails et la précision. Puis un dernier point qu'on voulait amener dans cette section de questions-réponses, en fait, ça fait référence à une section de votre conférence qui touchait à justement l'inclusion des pratiques et des croyances culturelles locales. Ce qui m'a particulièrement frappé, en fait, c'était de vous entendre dire que quand nous, en fait, conseillers ou chercheurs, ou en tout cas quelqu'un du domaine de la recherche propose ou en fait tente d'inciter les producteurs à adopter, donc eux de leur côté se disent ce que je dois faire présentement doit donc être moins bon ou mauvais que ce que eux me proposent. Donc c'est un peu c'est ça. C'est un peu quasiment si on leur disait qu'ils n'étaient pas bons, dans un sens, ce qu'on ne veut vraiment pas faire non plus. Comment on peut faire là-dessus? Donc, si je comprends bien, le choix des mots devient très important là, dans ce contexte-là. Oui, le choix des mots est important et je dirais que le meilleur moyen de se prémunir contre les mots qui vont choquer plutôt qu'encourager, disons ça comme ça, c'est d'être très près de ceux à qui on destine la nouvelle pratique. C'est-à-dire que plus on leur parle, plus on les connaît, il y a davantage de chances qu'on ne fasse pas l'erreur de dire ce que je te propose, c'est ce qui est bon, puis ce que tu fais, implicitement, je suis en train de te dire que ce que tu fais, c'est pas vraiment très très bon. Ouais, parfait. Puis c'est ça, on comprend que c'est beaucoup multifactoriel, puis il faut, c'est ça, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on jase, en fait, là. Mais écoute, Michel, Olivier, on aurait pu discuter, je pense, de plusieurs nombreuses minutes supplémentaires, mais le temps nous est compté un peu, mais je veux tout de même en profiter pour vous remercier énormément d'avoir participé
à notre semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Donc, puis ça sera au plaisir de collaborer dans un futur proche, qui sait. Alors, encore une fois, merci de votre participation, puis au plaisir de se croiser prochainement. Merci beaucoup.